Quel objet du système solaire est resté si peu étudié que nous n'en savions presque rien jusqu'en 2015 ? Quelle planète a perdu son statut en 2006 ? À la surface de quel corps céleste le froid est-il 3 fois plus mortel qu'au point le plus glacial de la Terre ? Ceux qui s'intéressent à l'espace ont sûrement déjà deviné qu'il s'agit de Pluton, l'un des objets les plus mystérieux de notre environnement. Mais en 2015, une véritable révolution scientifique a eu lieu. C'est à ce moment-là que la sonde Nouveaux Horizons, envoyée par la National Aeronautics and Space Administration pour explorer l'univers, est arrivée à une localisation incroyablement lointaine, jusqu'à Pluton lui-même. Qu'avons-nous vu à travers les yeux de cet engin spatial ? Notons qu'il a réussi à capturer des images de bien meilleure qualité que celles prises par le télescope Hubble en 1996, et auparavant, nous ne soupçonnions même pas qu'il y avait une planète naine à cet endroit. Les scientifiques supposaient qu'il devait y avoir un 9e objet dans la ronde du système solaire, en plus des 8 déjà découverts, mais ils l'ont cherché longtemps et sans succès. La situation n'a pas changé jusqu'à ce que le jeune homme du Kansas, Clyde Tombaugh, grâce à sa persévérance dans l'observation du ciel étoilé, découvre une petite tache se déplaçant lentement dans l'obscurité. Cette tache s'est avérée être Pluton. Et maintenant, grâce au développement incessant des technologies, nous pouvons observer cet objet de plus près et même voir son côté opposé. Hubble. Alors, qu'a découvert la sonde Nouveaux Horizons à la surface de ce monde gelé, comme s'il avait été spécialement construit à partir de blocs de glace ? Bien sûr, l'appareil n'a réussi à capturer qu'une partie de la surface de Pluton. Beaucoup de choses restent encore un mystère bien gardé, mais ce que les lentilles des télescopes de Nouveaux Horizons ont vu suffit pour comprendre. C'est cela, un environnement totalement étranger, froid, inhospitalier pour l'homme, mais pourtant d'une beauté indescriptible. La sonde n'est pas entrée en orbite autour de Pluton. Elle a simplement survolé la planète, mais elle a eu la chance de capturer un magnifique phénomène naturel, le coucher de soleil sur Pluton, et c'était absolument spectaculaire. Les photos obtenues ont également permis de conclure que la surface de Pluton est très hétérogène. Elle est couverte de vastes plaines glacées de plusieurs kilomètres, de collines douces, de failles impressionnantes, d'étranges sillons, de profondes dépressions, de falaises abruptes, d'immenses cratères et de vastes systèmes montagneux, ce qui rend le relief de cet astre vaguement similaire à celui de la Terre. Cependant, ce que nous avons l'habitude de considérer comme de la glace sur Pluton prend des formes absolument grotesques et possède des propriétés invraisemblables. À des températures aussi basses, plusieurs modifications de glace se forment à la surface de la planète naine, chacune se caractérisant par des structures cristallines totalement différentes, des points de fusion, des densités et d'autres propriétés distinctes. Les astronomes supposent, par analogie avec Europe, que sous le manteau de glace de 300 km pourrait se trouver un océan d'eau liquide. Reste à savoir quand nous pourrons l'étudier. Étant donné qu'à son point le plus éloigné, Pluton se trouve à près de 7,5 milliards de kilomètres du Soleil, cela n'arrivera pas aussi vite que nous le souhaiterions. Ce qui a été renvoyé, c'est l'un des hémisphères de Pluton, invisible au télescope. La sonde Nouveaux Horizons a-t-elle réussi à jeter ne serait-ce qu'un petit coup d'œil de l'autre côté de la planète ? Oui, mais très peu. En tout cas, cela a permis de comprendre que le relief des deux hémisphères est à peu près le même, c'est-à-dire hétérogène. Le fort contraste de l'objet permet d'obtenir une image saisissante où les sommets montagneux s'élèvent au-dessus de la surface comme des gratte-ciel exotiques. Cela est particulièrement évident sur la légendaire image du coucher de soleil que vous avez vue précédemment. Il est intéressant de noter que les astrophysiciens ont vu dans la structure des montagnes de la planète une ressemblance avec les neiges terrestres appelées neiges pénitentes, qui recouvrent la plaine chilienne de Chajnantor. En effet, comparez les deux images et vous verrez que cette hypothèse a du sens. Les montagnes sur Pluton ressemblent à des pyramides pointues, tout comme la structure des champs de névé sur l'Everest et sur cette même plaine chilienne. Il est intéressant de comprendre comment ces neiges pénitentes se forment exactement. D'ailleurs, on les a appelées ainsi parce que la silhouette de ce groupe étonnant ressemble à des moines en capuchon pointu, agenouillés, la tête légèrement inclinée. Qu'ont donc découvert les scientifiques sur l'origine de ce phénomène étrange, d'après les expériences menées? Les neiges des pénitents se forment pendant l'ablation lors de cycles de fonte et de gel.
Et tout cela à condition d'une radiation solaire importante et de températures très basses. En conséquence, la glace se transforme immédiatement en gaz en évitant l'état liquide. Cependant, sur Terre, de telles formations atteignent au maximum 30 mètres. Elles ne sont aussi grandes que sur l'Everest. Et en général, elles atteignent à peine 5 mètres, alors que sur Pluton, ce sont de véritables sommets montagneux qui prennent cette forme. La question de savoir ce qui provoque exactement le processus de formation de telles montagnes sur Pluton reste toujours sans réponse. Et maintenant, le plus intéressant, comment New Horizons a-t-il réussi à obtenir une partie des informations sur la face cachée de l'astre? Cette fois, les scientifiques ont résolu la question de manière assez ingénieuse. Ils ont maximisé la résolution des photos prises par la sonde lors de son approche de la planète. Bien sûr, elles se sont avérées floues et peu nettes, mais c'est tout de même mieux que rien. Outre les pics de glace, ces prototypes des moines pénitents, des lignes croisées de taille et d'étendue énormes, ont été découvertes sur la face cachée de Pluton. Très probablement, il s'agit de failles et de crêtes montagneuses dont l'apparition pourrait être attribuée à une certaine activité tectonique, s'il n'y avait pas un détail. Mais quelle est ça la particularité du relief de la face visible de Pluton? La première chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la région Tombaugh, nommée en l'honneur du découvreur de la planète. Cette cicatrice, selon les scientifiques, s'est formée à la suite d'un impact externe sur l'astre, par analogie avec des régions similaires sur Mercure et la Lune, ainsi qu'avec la vallée martienne. Mariner, et alors, me demanderez-vous? Le fait est que ces failles et chaînes de montagnes se trouvent à peu près à l'opposé de la région de Tombaugh, mais de l'autre côté de Pluton. Par conséquent, elles pourraient également témoigner d'un événement catastrophique et fournir encore plus d'informations à son sujet. Est-ce vraiment tout ce que la sonde spatiale Nouveaux Horizons a découvert sur la face cachée de Pluton? La découverte la plus marquante et la plus significative est le cratère Simonelli, d'un diamètre de 250 km qui, d'après sa capacité de réflexion, est entièrement recouvert de glace. Une bande mystérieuse a également été découverte, interrompue uniquement sur la plaine Sputnika, un endroit où se trouve partiellement la région Tombaugh. Les scientifiques expliquent cette bande par des cycles de gel et d'expansion d'un océan sous-glaciaire, possiblement à l'intérieur de la planète. Cet océan, durant des millénaires, aurait pu créer cette faille mondiale en exerçant une forte pression sur la croûte de glace. D'ailleurs, la région de Tombaugh, la sonde Nouveaux Horizons l'a également vue, pour ainsi dire, sous un nouvel angle, ce qui a permis d'obtenir des images beaucoup plus nettes et compréhensibles. Cette région est incroyablement variée en termes de relief. Elle est bordée par deux chaînes de montagnes, Hillary et Tenzing. Ces dernières s'élèvent à 3500 mètres au-dessus de leur base, ce qui correspond à peu près à la hauteur du mont Fuji au Japon. Cependant, les montagnes Hillary ne sont pas très hautes, elles atteignent au maximum 1,6 km d'altitude. Leur équivalent terrestre serait la montagne Śnieżka. En Tchéquie, la région Tombaugh est souvent appelée le cœur de Pluton en raison de sa forme caractéristique et une partie de ce cœur se trouve sur la plaine Sputnik. Le diamètre de la colonne, qui atteint presque 1500 km, permet d'imaginer à quel point la région Tombaugh elle-même est immense. Certains scientifiques supposent qu'il s'agit d'un ancien cratère d'impact qui, au fil de millions d'années, s'est rempli de gaz gelé. On suppose que le diamètre de l'objet qui s'est écrasé autrefois à la surface de Pluton était d'environ 650 km. C'est lui qui a laissé des cicatrices éternelles sous la forme d'un bassin titanesque et de lignes mystérieuses sur la face sombre de la planète. On peut supposer que l'événement a été véritablement catastrophique. D'où viennent de telles conclusions? Non seulement à cause des cicatrices découvertes à la surface de Pluton par New Horizons, mais aussi pour une autre raison. La zone où se trouvent les lignes entrecroisées représente très probablement un terrain chaotique avec un enchevêtrement de différentes formations allant des failles aux crêtes. Ce chaos a pu apparaître à la suite d'une puissante onde de choc ayant fait plusieurs fois le tour de la planète. Rappelez-vous l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie. Lorsque les ondes de choc se sont rencontrées, elles ont pu former l'enchevêtrement de ce que nous voyons aujourd'hui. Quelles autres découvertes la sonde Nouveaux Horizons a-t-elle faites? Simplement en passant près de Pluton, il a eu le temps d'étudier en détail l'atmosphère de la planète naine qui s'est révélée très ténue
principalement composée d'azote avec des traces de méthane et des particules de monoxyde de carbone. La pression atmosphérique sur Pluton est très faible et ses valeurs varient considérablement. Lorsque Pluton est très éloigné du Soleil, il reçoit 3 fois moins de chaleur qu'au point le plus proche de son orbite. En conséquence, l'atmosphère de la planète naine peut être très instable. La température moyenne des couches atmosphériques est d'environ moins 180 degrés Celsius, tandis qu'à la surface règne un froid encore plus mortel, atteignant moins 223 degrés. Si l'on ajoute à tout cela les sons effrayants de Pluton, le tableau devient plutôt inquiétant. Que peut-on dire en conclusion ? Pluton est un véritable outsider parmi les planètes du système solaire. Et pas seulement parce qu'il a été exclu du groupe des corps célestes classiques, puis classé parmi les planètes naines. Son orbite ne ressemble absolument pas à celle des autres planètes. Sur un de ses segments, Pluton peut s'approcher du Soleil plus près que Neptune, tandis qu'un autre l'éloigne de notre étoile mère de plusieurs milliards de kilomètres. Une année sur la naine glacée est la plus longue du système solaire et dure presque 250 ans. Réfléchissez-y, cela fait 2 siècles et demi. Sa journée dure un peu plus de 6 jours terrestres. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui ont empêché Nouveaux Horizons d'étudier la planète plus en détail sous tous les angles. Le relief de la surface de Pluton frappe l'imagination par d'étranges structures dont il est incroyablement difficile d'expliquer l'origine. Sa glace est plus dure que le diamant. Et sous la croûte glacée épaisse de plusieurs centaines de kilomètres, il pourrait y avoir un océan chaud, réchauffé par un noyau incandescent. Et qui sait, une forme de vie, même primitive, est peut-être déjà apparue au fond de cet océan. En un mot, les découvertes que nous a offertes New Horizons nous montrent que Pluton est quelque chose de spécial dans le système solaire, encore mystérieux et inexploré. Et il le restera probablement encore de nombreuses années, mais rien ne nous empêche d'y réfléchir. L'histoire des planètes du système solaire semble bien connue et il paraît peu probable d'y faire de nouvelles découvertes. Le dernier scandale a été l'exclusion de Pluton de la liste des planètes principales, puis il y a eu un calme relatif. Cependant, en 2016, les scientifiques ont remarqué que quelque chose d'inhabituel se produisait au-delà de l'orbite de Neptune, là, à la frontière du système solaire. D'énormes masses d'objets glacés se déplacent selon des orbites spécifiques. L'étrangeté venait du fait qu'il semblait influencé par une force extérieure. Mais aucune des planètes connues de notre système solaire ne pouvait influencer ces objets. Cela a conduit les scientifiques à supposer que, quelque part là-bas, une autre planète se cache encore dans notre système solaire. Ils l'ont appelée planète 9. Mais à quoi ressemble-t-elle ? La masse de cette mystérieuse planète serait 10 fois celle de la Terre, et sa distance du Soleil serait de 400 à 800 unités astronomiques. Concernant l'origine de la planète 9, les versions diffèrent beaucoup. Certains affirment qu'elle s'est formée comme les autres planètes du système solaire, c'est-à-dire à partir d'un même disque de gaz et de poussière, tandis que d'autres pensent que la planète 9 est si éloignée des autres planètes parce qu'elle est sous l'influence de la puissante gravité du Soleil. Les scientifiques ont essayé pendant de nombreuses années de trouver une confirmation de l'existence de cette planète étonnante. Ils ont utilisé non seulement les télescopes les plus récents, mais aussi diverses formules mathématiques ainsi que des simulations informatiques. Et cela a finalement porté ses fruits. Nous devons comprendre pourquoi il est si difficile de détecter une planète qui se trouve à l'intérieur du système solaire. Et cela alors même que nous explorons déjà les confins de l'espace. Mais avant cela, voyons quelles informations les scientifiques ont pu recueillir sur la planète 9. Et voici le premier rebondissement inattendu. En réalité, on a commencé à parler de la planète 9 dès 1781 précisément au moment de la découverte d'Uranus. Avec le temps, les scientifiques ont remarqué qu'Uranus se déplaçait sur son orbite différemment des prévisions des calculs.
De plus, la vitesse n'était pas constante. Elle diminuait, puis augmentait par période. Cela a donné lieu à l'hypothèse qu'Uranus était sous l'influence d'un objet inconnu. La question s'est posée dans les années 1840 lorsque l'on a supposé qu'Uranus pouvait être sous l'influence gravitationnelle d'une planète qui nous était inconnue. Fait intéressant, cette hypothèse a été proposée en même temps par deux scientifiques de pays différents, l'anglais John Couch Adams et le français Urbain Le Verrier. Il faut préciser qu'aucun des deux scientifiques ne disposait de preuves factuelles, seulement de calculs mathématiques, c'est très complexe. Urbain Le Verrier a décrit ses conclusions et les a transmises à l'Observatoire de Berlin où le scientifique Johann Gottfried Galle a utilisé un télescope pour étudier la zone indiquée selon les calculs de Le Verrier. Et ils ne se sont pas trompés. C'est là qu'ils ont découvert Neptune, première planète trouvée par calcul mathématique. On pourrait penser qu'après cela, la question était réglée. La planète mystérieuse a été trouvée, désormais les scientifiques connaissaient toutes les planètes du système solaire. Si seulement tout était aussi simple. Après un certain temps, en observant Neptune, les chercheurs ont découvert que la planète déviait également de sa trajectoire initiale, bien que pas autant qu'Uranus. Et alors, une question s'est posée. Et si quelque part là-bas, il y avait encore une autre planète ? Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches et en effet, c'est ainsi qu'ils ont découvert Pluton, qui a alors rejoint les rangs des planètes du système solaire pendant de nombreuses décennies. La situation semblait tout à fait claire, mais avec le temps, il est devenu évident que les forces gravitationnelles de Pluton n'étaient pas assez puissantes pour provoquer des changements de vitesse et des déplacements d'orbite des autres planètes. Cela signifiait-il qu'il existait encore quelque chose après Neptune ? 1951. À cette époque, le scientifique Gerhard Kuiper a supposé qu'au-delà de l'orbite de Neptune, il pourrait y avoir tout un groupe d'objets glacés. Quelques décennies plus tard, en 1992, un petit corps glacé a été découvert qui se trouvait justement au-delà de Neptune. Ceci fut la première preuve de l'existence de l'amas supposé qui a été appelé la ceinture de Kuiper. Déjà dans les années 2000, de nombreux autres objets ont été découverts les uns après les autres, ce qui a définitivement prouvé l'existence de la ceinture de Kuiper. Ainsi, avec le temps, les scientifiques ont abandonné la version selon laquelle il y aurait une planète massive au-delà de Neptune. Les anomalies gravitationnelles pouvaient justement être causées par un amas de tels petits objets glacés. C'était une explication tout à fait logique, mais tout a de nouveau été bouleversé en 2003. Cela est lié à la découverte de Sedna, un objet transneptunien dont l'orbite est l'une des plus larges du système solaire. Et là, les scientifiques ont remarqué certaines bizarreries liées au point de rapprochement avec le Soleil. L'orbite de Sedna aurait dû, à l'origine, avoir une forme nettement circulaire, puisqu'elle s'est formée à la suite de l'accrétion de corps moins massifs et en plus, l'orbite sur laquelle se trouve Sedna. Elle entrait en collision avec d'autres, principal obstacle à l'accumulation de masse. Dans ces conditions, un objet aussi énorme n'aurait pu se former. Et là, nous avons de nouveau dû revenir à l'idée qu'un autre corps inconnu avait influencé Sedna et son orbite. Et quelques années plus tard, nous avons découvert d'autres objets avec une orbite très allongée, comme par exemple Eris. En 2005, cela a ravivé des discussions actives sur l'existence de la 9e planète. Si les objets transneptuniens n'étaient pas soumis à l'influence de forces extérieures et que leurs mouvements étaient chaotiques, ils se déplaceraient autour du Soleil dans différentes directions, selon des trajectoires variées. Au lieu de cela, nous observons une certaine tendance, ce qui donne encore plus de poids à l'hypothèse de la 9e planète. On peut également remarquer que les axes majeurs des orbites, c'est-à-dire les lignes reliant le point le plus proche et le point le plus éloigné du Soleil, sont assez bien alignés, ce qui, encore une fois, confirme l'influence d'un corps extérieur. Contrairement à d'autres objets comme Neptune, il ne s'est pas avéré aussi facile de trouver l'insaisissable planète 9. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'orbite spécifique de la planète, il est très probable qu'elle soit plus allongée. C'est pourquoi la planète 9 passe une énorme partie de son temps à une distance trop grande de nous. Deuxièmement, la planète a une vitesse de déplacement relativement faible, c'est pourquoi, dans certaines situations, il est facile de la confondre avec une étoile. Troisièmement, la distance approximative entre la planète 9 et le Soleil est comprise entre 400 et 800 unités astronomiques.
Cela complique sa détection même avec les télescopes modernes les plus puissants. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte que nous devrons explorer une immense région de l'espace, ce qui nous prendra des dizaines, voire des centaines d'années. La découverte de la planète 9 revêt une importance énorme pour toute la science de l'espace, car cela nous aidera à obtenir plus d'informations sur la façon dont le système solaire s'est formé et sur ce qui pourrait nous attendre à l'avenir. Dans le contexte de ce problème, il serait intéressant de savoir comment la planète 9 s'est retrouvée dans la partie externe du système solaire. Ici, les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. Premièrement, la planète 9 se serait formée à partir de fragments d'autres objets lors des débuts du système solaire qui, sous l'effet de la gravité, auraient été projetés vers des régions éloignées. La deuxième théorie, similaire à la précédente, suggère que la planète 9 aurait été projetée vers l'extérieur par la gravité, mais se serait formée comme les principales planètes du système solaire. Et ainsi, au stade de la formation des orbites, elle a été contrainte de quitter leur rang. Quant à la troisième version, elle nous dit que la planète 9 était en réalité une planète errante, c'est-à-dire une planète qui se déplaçait librement dans l'univers et n'avait pas d'étoiles pour contrôler son mouvement. À un moment donné, la gravité du Soleil a capturé la planète 9 et l'a attirée dans son système. C'est sans doute pourquoi la planète 9 a une orbite elliptique. La planète 9 pourrait s'avérer pour nous à la fois une boîte de Pandore et la plus grande récompense pour des années d'efforts. Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que la découverte de cette planète nous obligera à regarder la structure du système solaire sous un autre angle. Sur notre chaîne, nous avons déjà évoqué plusieurs fois les réalisations du télescope James Webb, qui poursuit ses découvertes spatiales. Actuellement, le télescope s'est lancé dans l'étude d'une exoplanète qui est 2 fois plus grande que la Terre et qui se trouve dans la constellation du Lion à 120 années-lumière de notre planète. Et son nom est K2-18b. Qu'est-ce qui la rend si intéressante ? Sans plus attendre, nous allons vous révéler quelques informations. Cette exoplanète pourrait bien être un véritable royaume marin, car des composés biologiques ont été découverts dans son atmosphère sous forme de signatures similaires à celles produites par le phytoplancton sur Terre. Sous l'influence de l'une des étoiles, d'énormes forces de tsunami se forment sur K2-18b. Les planètes entièrement couvertes d'océans forment un type de monde particulier, surtout si leur profondeur atteint 100 km. Au fond, différentes formes de glace inconnues de nous peuvent se former, car la pression élevée ne permet tout simplement pas à l'eau de rester sous forme liquide. On peut également observer certains types de métaux et de roches sur de telles exoplanètes. Sur les planètes qui se trouvent de loin de leur étoile mère, l'océan peut être entièrement recouvert de glace. C'est souvent le cas pour les objets de faible masse, dont la masse est d'environ 6 à 8 fois celle de la Terre. Un tel monde de glace et de roches ressemble beaucoup à certains satellites du système solaire. Si la planète n'est pas capable d'attirer l'hélium et l'hydrogène à sa surface, alors sous l'influence de perturbations turbulentes, la fonte des couches supérieures de la couverture de glace se produit. Il en résulte une couche à l'état liquide, qui peut atteindre jusqu'à 140 km d'épaisseur. Sous l'effet de pressions élevées, il peut se former des types de glace qui ne fondront pas. Si, en revanche, nous avons la situation opposée et que l'exoplanète est capable d'attirer l'hélium et l'hydrogène, elle se transforme progressivement en une géante gazeuse. Et voici K2-18b, l'une des exoplanètes océaniques les plus fascinantes. Et grâce à James Webb, nous en savons un peu plus sur elle. Nous savons que l'exoplanète tourne entièrement autour de son étoile principale. En 33 jours, ce monde est entièrement recouvert d'océans. Auparavant, on pensait que K2-18b appartenait à la catégorie des mini-Neptunes, mais des recherches ultérieures ont montré que ce n'était pas le cas. On suppose que les conditions sur l'exoplanète pourraient être favorables à l'apparition d'organismes vivants. Un avantage ici est la présence d'une couche atmosphérique. Nous ne connaissons pas sa composition complète, mais il y a certainement du dioxyde de carbone, du méthane, de l'hélium et de l'hydrogène. Et les découvertes intéressantes ne s'arrêtent pas là. Des recherches récentes ont montré qu'il y a des traces d'un composé organique appelé diméthylsulfite à la surface de K2-18b. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous avez sûrement déjà senti cette odeur fraîche caractéristique en vous promenant près de la mer. C'est le diméthylsulfite. Il est produit par certaines espèces d'algues et de plancton. Cependant, ce composé se retrouve aussi souvent dans les eaux usées des égouts et là, disons-le franchement, l'odeur devient plutôt désagréable.
Est-ce que cela signifie qu'une exoplanète pourrait être habitable? Ce n'est pas si simple. Bien sûr, il ne faut pas écarter K2-18b, mais nous devons prendre en compte l'influence de son étoile mère. Elle appartient aux naines rouges. Même si elle est plus froide que notre Soleil, les éruptions qui s'y produisent sont bien plus puissantes. Plus la naine rouge est jeune, plus ses éruptions sont intenses. Cela peut avoir un effet dévastateur sur l'atmosphère des planètes situées dans la zone habitable. Bien sûr, une exoplanète peut régénérer son environnement. Ce processus reste peu étudié, donc la possibilité de vie sur K2-18b ne peut être exclue. L'interaction avec l'étoile mère provoque d'énormes tsunamis sur K2-18b. Pour commencer, parlons de ce que représente réellement ce phénomène et de l'essence même d'un tsunami. Ce n'est pas seulement le fait que ce sont des vagues très hautes, la principale particularité réside dans leur mode de formation. Les vagues apparaissent très loin du rivage, provoquées par des éruptions volcaniques, des glissements de terrain et des tremblements de terre. Le plus souvent, les tsunamis sont causés par des séismes océaniques. Cela représente environ 85% des cas et les conséquences des tsunamis sont très graves. Les vagues peuvent facilement rayer de la carte des villes entières. Fait intéressant, le tsunami le plus haut jamais enregistré, qui a eu lieu le 9 juillet 1958, se déplaçait à une vitesse de 160 km/h et les vagues atteignaient une hauteur de 460 mètres et plus. À ce moment, cela s'est passé en Alaska. Et le plus paradoxal, c'est que la cause du tsunami n'était pas un tremblement de terre, mais un glissement de terrain, alors que les glissements de terrain provoquent très rarement des tsunamis. C'était en quelque sorte un cas unique. Les tsunamis sont capables de transformer des vagues douces et accueillantes en un mur mortel. Au fait, 1 mètre cube d'eau de mer pèse 1 tonne entière et il faut tenir compte du fait que des milliers de tonnes se précipitent vers la côte à une vitesse dépassant les 100 km/h. Si une telle vague submerge une personne, elle sera littéralement écrasée, il n'y aura tout simplement aucune chance de survie. Comme vous pouvez le comprendre, quelque chose de similaire se produit aussi sur K2-18b, mais à une échelle bien plus grande sur K2-18b. Il y a une quantité suffisante de carbone, et sur l'exoplanète, il circule entre l'océan et l'atmosphère. Parfois, cela peut garantir des conditions stables sur K2-18b. Même une naine rouge peut ne pas être un obstacle au développement de la vie. Il est acceptable de considérer les planètes situées dans des systèmes avec des naines rouges actives comme des lieux possibles pour l'apparition de la vie. Ces étoiles sont encore plus stables que notre Soleil, elles peuvent offrir des conditions favorables à la vie pendant de longues périodes. Les chercheurs estiment que les conditions sur les planètes dans les systèmes de naines rouges, comme K2-18b, pourraient être favorables à la vie. Théoriquement, il suffit simplement d'un éclairage continu provenant de l'étoile. Pour confirmer cette hypothèse, des recherches plus détaillées sont nécessaires, ce qui prendra plusieurs années. Actuellement, c'est le télescope James Webb qui s'en occupe, réalisant une analyse spectrale à l'aide de capteurs infrarouges pour détecter d'éventuels composés organiques. Pour l'instant, c'est la seule méthode de recherche de la vie dans d'autres systèmes stellaires et peut-être qu'un monde entier se cache sous l'eau, loin de nos yeux, que nous devons encore découvrir. Y a-t-il de la vie sur Mars? Nous entendons cette question depuis de nombreuses années et elle commence à lasser tout le monde. Récemment, une autre question a attiré l'attention des astronomes. Neptune est l'une des planètes les plus lointaines, inexplorées et mystérieuses du système solaire, représentant une immense sphère de gaz gelé. Au cours de son voyage de plus d'1,5 siècle autour du Soleil, Neptune est constamment accompagnée par Triton, son fidèle satellite. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que la vie sur ces corps célestes, qui semblent absolument morts, était impossible. C'est probablement aussi pour cette raison que la National Aeronautics and Space Administration a annulé la mission Trident qui était prévue pour 2038. Dans le cadre du projet, une attention particulière devait être accordée à Triton, le plus grand satellite de Neptune. Ce n'est pas surprenant car les sondes terrestres ont rarement exploré des recoins aussi lointains du système solaire. Le seul à s'y être rendu est Voyager 2 en 1989. Mais au lieu d'apporter des réponses aux questions qui intéressaient les scientifiques depuis longtemps, il n'a fait qu'en ajouter d'autres et renforcer la curiosité de la communauté scientifique.
Quand aurons-nous enfin des réponses à ces questions? Maintenant, compte tenu de la mission reportée de façon inattendue, ce ne sera pas pour tout de suite, mais les astronomes ont tout de même quelques hypothèses et pistes de réflexion. 5 ont-ils aidé à répondre aux questions? Y a-t-il de la vie sur Neptune? Et si oui, dans quel cas? 5. Cette planète est très rarement considérée comme un terrain propice à une quelconque forme de vie. Les conditions sont bien trop rudes dans ce monde froid et inhospitalier. Pourquoi, précisément maintenant, des hypothèses suggèrent-elles que la vie pourrait exister sur Neptune? En fait, lorsque les télescopes terrestres ont observé la planète de plus près, certains faits étranges ont été découverts. Par exemple, pendant la saison chaude, qui dure environ 40 ans sur Neptune, l'objet ne se réchauffe pas, ce qui serait logique, mais il se refroidit. Et la deuxième question, d'où viennent ces ouragans colossaux sur une planète aussi froide? Des ouragans dans lesquels plusieurs terres pourraient tenir. Ce n'est pas pourtant Jupiter, la planète chaude à l'atmosphère agitée et au tourbillon, qui a exactement vu voyager d'eux sur Neptune? Tout d'abord, une grande tache sombre que les scientifiques ont identifiée comme un ouragan titanesque. D'ailleurs, en 1994, le télescope Hubble n'a pas trouvé de structure impressionnante à cet endroit. Il s'est avéré que l'atmosphère de Neptune est très agitée, alors même qu'elle ne reçoit pratiquement pas de lumière solaire, seulement un tiers de celle dans laquelle Jupiter baigne littéralement. D'ailleurs, Neptune présente une certaine ressemblance avec Saturne, et pas seulement en ce qui concerne la taille. Voyager 2 a découvert que la planète possède de petits anneaux, invisibles depuis la Terre. La sonde a également observé au pôle des aurores très lumineuses, bien plus spectaculaires que celles de notre planète. D'ailleurs, en 2022, James Webb a également découvert des anneaux poussiéreux autour de Neptune, ce qui l'a rendu encore plus semblable à Saturne. On ne sait pas pourquoi, mais la mission qui devait partir vers Neptune est actuellement suspendue. Pardonnez-moi le jeu de mots, car cette planète recèle tant de mystères. Pour commencer, Neptune n'aurait même pas dû apparaître à cet endroit. En observant bien l'objet, on voit que son noyau dépasse à peine celui de la Terre. Probablement, Neptune était ainsi à l'origine, puis c'est couvert de couches de gaz variées, comme de la barbe à papa. Un énorme ballon. Ensuite, ces gaz ont figé autour du noyau. Qu'y a-t-il d'étrange ici? Me demanderez-vous? Les planétologues n'ont pas remarqué immédiatement, mais une analyse ultérieure des planètes, surtout des géantes, a révélé des informations intéressantes. Jupiter, plus proche du Soleil que Saturne, Uranus et Neptune, a une masse de 318 terres, ce qui est justifié. Mais ensuite, on observe un déficit de matière pour la formation des planètes. Ainsi, Saturne et Uranus sont de taille et de masse inférieure. Mais pas Neptune, même si Neptune, après l'exclusion de Pluton de la liste des planètes, est l'objet le plus éloigné du Soleil. Il est 2,5 fois plus lourd que son voisin Uranus. Comment expliquer une telle incohérence? En effet, s'il s'était formé à l'intérieur des limites du système solaire, il aurait dû être 2 fois plus petit et beaucoup plus léger qu'Uranus. Après avoir étudié la question de plus près, les planétologues sont arrivés à la conclusion que Neptune s'est formé quelque part près de Jupiter et qu'à la suite d'une sorte de cataclysme gravitationnel, cette planète a simplement été éjectée vers les confins du système solaire. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Le géant gazeux multicolore est passé maître dans ce genre de tour. Cependant, une simulation informatique a montré qu'à la suite d'une telle cabriole, Neptune aurait dû quitter complètement les limites de notre système stellaire. Peut-être a-t-il envoyé une planète X à sa place en voyage. Mais c'est un scénario tout à fait fantastique, pour la réalisation duquel il faudrait que trop de conditions soient réunies. D'autres théories, comme l'instabilité du disque protoplanétaire favorisant des planètes géantes, sont aussi envisagées, mais elles ne résistent pas davantage à la critique. Neptune pourrait-elle être une étrangère dans notre système solaire? Il se peut qu'autrefois, il ait erré dans l'espace et soit arrivé ici par hasard. Cette théorie réconcilie un peu les astronomes avec les incohérences liées aux planètes géantes sur des orbites lointaines, là où elles ne devraient même pas se former. Mais la question principale est de savoir comment. Dans un monde où la température moyenne est de moins 200 degrés Celsius, atteignant parfois le zéro absolu, où les vents soufflent à des vitesses dépassant celles d'un moteur à réaction, la vie peut-elle apparaître? Commençons par les étrangetés liées aux ouragans. Pour générer de tels vents, il faut une quantité suffisante de chaleur. D'où viendrait-elle? Sur un bloc de glace pesant 17 fois plus que la Terre.
Les astrophysiciens supposent qu'à l'intérieur de la planète se trouve un noyau très chaud, peut-être réchauffé par la désintégration d'un certain élément radioactif, comme c'est le cas pour la Terre. Mais voici ce qui est intéressant. Comme nous l'avons mentionné précédemment, en 1994, le télescope Hubble n'a pas détecté de grandes taches, et il s'est avéré plus tard qu'il y en avait beaucoup plus sur Neptune. Cela a été confirmé par de nombreuses études. C'est pourquoi on a l'impression qu'il ne s'agit pas de tornades, mais d'immenses colonies de micro-organismes qui se multiplient à un rythme incroyable, formant des structures rondes et ovales dans l'atmosphère de Neptune. Cependant, l'astronomie classique penche tout de même pour l'idée qu'il s'agit de tempêtes et d'ouragans, et non de signes de vie sur la planète. Les vents y atteignent des vitesses 3 fois supérieures à celles de Jupiter, dépassant une fois et demie la vitesse du son. Pourtant, ils devraient être beaucoup plus lents que ceux de Jupiter car ils ne sont pas composés de gaz légers, mais de cristaux de métal gelés, aussi durs que le diamant. C'est pourquoi Neptune a cette couleur bleuâtre. Mais d'où vient une telle activité? D'autant que les ouragans ne sont pas la seule manifestation. Neptune émet 2 fois et demi plus de chaleur qu'il n'en reçoit de notre étoile mère. Tout cela suggère que sous l'épaisse couche de nuages de plusieurs kilomètres de la planète, quelque chose génère de la chaleur à l'intérieur de ce corps céleste. Si la National Aeronautics and Space Administration décide tout de même d'envoyer une sonde vers Neptune, le lancement de Neptune Odyssey est prévu pour 2031 et l'étude de l'atmosphère de la planète sera alors obligatoire. La sonde descendra lentement à travers les épais nuages bleus, un trajet comparable à un voyage vers le centre de la Terre. L'appareil connaîtra une obscurité totale, parfois troublée par des éclairs qui zèbrent parfois le ciel de Neptune. Lorsque la sonde atteindra le manteau, elle fera face à des températures très élevées, proches de celles du Soleil et à une pression énorme. Des images du manteau terrestre, ressemblant à de la lave en fusion, sont apparues devant votre esprit. Chassez ces associations, car sur Neptune, le manteau est totalement différent, il ressemble plutôt à un océan d'une profondeur équivalente à 1,5 fois celle de la Terre. Tous ceux qui ont au moins terminé la 5e se demanderont comment un liquide ne bout pas à une température aussi élevée. Sur Neptune, les lois terrestres ne s'appliquent pas en raison de l'énorme pression. Ce n'est plus un liquide ordinaire mais un fluide supercritique ionisé, c'est un état de la matière dans lequel il n'y a pas de différence entre les phases liquides et gazeuses. Un fluide supercritique ionisé possède la densité élevée d'un liquide et la faible viscosité d'un gaz. De telles propriétés uniques n'apparaissent que dans des conditions extrêmes, comme sur Neptune. L'une des propriétés du fluide supercritique ionisé est sa haute conductivité électrique. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, il est pour l'instant impossible de le prouver expérimentalement. C'est ainsi que les scientifiques expliquent le comportement inhabituel du champ magnétique de Neptune, qui s'étend loin dans l'espace et, pour une raison inconnue, n'est pas orienté vers les pôles de la planète. Que peut-on dire d'autre sur les conditions qui règnent sur Neptune? On peut qualifier cette planète de diamant, car sous l'effet d'une pression critique, le carbone se transforme presque instantanément en diamant, dont la taille peut atteindre plusieurs mètres de diamètre. On pense que si l'on retirait l'atmosphère multicouche et l'océan ionisé appelé manteau de Neptune, on pourrait alors découvrir un noyau de diamant en dessous. Si l'on se souvient de certains satellites des planètes géantes, en particulier Europe avec son océan sous-glaciaire, où la vie foisonne probablement, pourquoi ne pas supposer qu'il pourrait y avoir quelque chose de similaire à l'intérieur de Neptune? Il serait utile d'explorer les environs de la planète en se concentrant sur son satellite. Triton, découvert en 1846, est un monde véritablement fantastique, qui se prête encore mieux à l'apparition de la vie extraterrestre, même s'il est difficile de qualifier Triton d'accueillant. On y observe des phénomènes de cryovolcanisme et des températures extrêmement basses règnent, atteignant jusqu'à moins 235 degrés Celsius à la limite du zéro absolu. C'est une planète où des geysers de glace s'élèvent régulièrement jusqu'à 150 km au-dessus de la surface. Sa surface est recouverte de lacs gelés de méthane et d'azote, et sous la croûte, un océan chaud pourrait bien bouillonner. Cette idée est venue aux scientifiques à cause de l'activité géologique étrange de Triton. Elle est peut-être provoquée par un noyau chaud maintenu par la désintégration radioactive des éléments. Comme pour Neptune, mais comment exactement Triton est-il apparu près de Neptune ? D'après ses caractéristiques et son comportement, c'est un intrus tout comme Neptune. Et il ne s'est pas du tout formé près de sa planète.
Triton a sans doute été capturé depuis la ceinture de Kuiper, voire de régions cosmiques inconnues. Alors, il est possible qu'une véritable civilisation avancée se trouve sous ces glaces. Cela est suggéré par l'atmosphère très active de la planète, et de l'autre côté, encore inexploré, de l'astre, de puissantes stations ont été construites pour dériver à travers l'univers. Vous pensez que c'est de la science-fiction? C'est possible, mais Irina Romanovskaya, scientifique au collège communautaire de Houston, a récemment publié un article décrivant une méthode de voyage spatial similaire. Enfin, doit-on se demander si la vie est vraiment possible sur Neptune ou Triton? Si l'on considère les ouragans sur la géante gazeuse, qui deviennent de plus en plus nombreux, comme des colonies microbiennes en pleine expansion, alors cela mérite réflexion. Quant à Triton, les centaines de volcans crachant de l'azote gelé et les lacs de méthane mort laissent peu de chance à l'apparition de la vie à sa surface. Dans le même temps, dans les deux cas, l'apparition de certaines formes de vie est possible dans les océans souterrains. S'il ne s'agit pas de civilisations hautement développées, dotées de structures sous-marines ramifiées, de villes ultramodernes et d'autres objets futuristes, il pourrait tout de même exister une couche vivante dans la partie chaude de l'océan, composée d'hydrocarbures ou d'ammoniac mélangé à de l'eau. Ce serait déjà une réussite de découvrir au moins une forme de vie microbienne primitive, sans même parler de baleines exotiques ou de raies irradiées phosphorescentes dans les profondeurs d'encre. Pouvez-vous imaginer dans les commentaires à quoi ressemblerait la vie sur Neptune ou Triton? Qui sait, peut-être qu'un commentaire anodin aidera dans de futures recherches scientifiques et lèvera le voile sur un mystère vieux de plusieurs années.